he llevado una copa de una isla a otra isla sin despertar el agua. Si la vertía, una sed traicionaba. Por una gota, el don era caduco. Perdida toda, el dueño lloraría. No saludé las ciudades, no dije elogio a su vuelo de torres, no abrí los brazos en la gran pirámide, ni fundé casa con corro de hijos. Pero entregando la copa, yo dije, con el sol nuevo sobre mi garganta, mis brazos ya son libres como nubes sin dueño, y mi cuello se mece en la colina de la invitación de los valles. Mentira fue mi aleluya, miradme, yo tengo la vista caída a mis palmas, camino lenta, sin diamante de agua, callada voy y no llevo tesoro, y me tumba en el pecho y los pulsos la sangre batida de angustia y de miedo. Dans le destin tragique de ces poètes, de ces poétesses, on peut trouver le nom de Gabriela Mistral qui, elle, ne s'est pas suicidée, elle est morte d'un cancer, mais qui a eu autour d'elle des événements tragiques comme par exemple son premier fiancé mythique qui s'est suicidé et puis également son fils adoptif. Parler d'un destin tragique à propos de Gabriela Mistral, je crois, est tout à fait juste. Qui était cette femme? Son vrai nom était Lucila Godoy Alcayaga. Elle est née à Vicuña, dans une petite ville de la vallée d'Elqui, au nord du Chili. Son père était instituteur, mais n'avait plus enseigné depuis son mariage. Son père abandonne définitivement le domicile conjugal. Déjà, c'est une enfance marquée. Elle devient institutrice. Mais cette petite institutrice de village va devenir prix Nobel et va être reconnue du monde entier. En 1989, c'est-à-dire 100 ans après sa naissance, le Chili va enfin reconnaître ce poète, va enfin la mettre à sa juste place. Orlando Jimeno Grandi. Pour mon goût personnel, de toutes les poétesses latino-américaines, et en particulier celle dont nous sommes entretenus, je crois qu'elle est la meilleure, la mieux structurée, là où il y a un souffle vraiment plus ample, où il y a une architecture poétique intéressante. Alors, à ce propos, comme nous allons nous entretenir avec Waldo Rojas, qui est chilien et poète lui aussi, je voudrais lui poser une question qui est à la fois une question et une affirmation. C'est-à-dire, il y a certes chez Gabriela Mistral les premiers textes de désolation, les sonnets à la mort, et il y a une évolution thématique. Autrement dit, comment, selon Waldo, pourrait-on caractériser globalement la poésie de Gabriela Mistral à partir d'une stylistique de thème? Je pense que la Mistral, comme on dit au Chili, la Mistral, a développé sa poésie sur plusieurs registres, mais que certains d'entre eux ont été cachés, pour ainsi dire, et éloignés un peu de l'attention publique par la renommée ou par peut-être l'intérêt civique de certains de ses poèmes. C'est-à-dire qu'une dimension publique de la poétesse a parfois occulté et masqué sa véritable réalité littéraire. Sa poésie démarre sur un certain registre qui devient constant, permanent. Et la première chose, c'est une certaine idée de l'existence, une poétesse de l'existence. Et sa poésie se pose toutes les vieilles questions que la pensée philosophique et la littérature s'est toujours posées. La souffrance, Dieu, la destinée, la mort, et la nature, le malheur, la beauté et la tristesse. Enfin, ce sont des catégories poétiques, pour ainsi dire, constantes dans toute expression littéraire depuis toujours.
cordillère des Andes, mer gisante et mer mouvement qui nous fait perdre enfant la tête et mourir lorsque tu nous manques. Dans les métaux et dans l'amiante, tes bras ont levé nos entrailles, découverte des premiers-nés, Mama Oslo, Manco Chapac, terrible amour, cornes levées, versant l'hydromel de l'espoir. Toi, qui essouffle le zodiaque sur la sphère de ton galop, toi, coureuse de méridiens, Pierre Mazeppa jamais lasse, Atalante, qui dans sa course et chemin et cheminement, cœur contre cœur, tu nous emportes, maternelle et houleuse, vers la manne blanche et l'hymne rouge de notre suprême bonheur. Tu marches, mère, sans genoux, dur élan et dure confiance. Avec tes 7 peuples, tu marches, dans ta jupe ailée de cigogne. Tu marches, jour et nuit, quittant mon détroit pour Santa Marta. Et des dernières eaux, tu hisses la corne de la Concagua. Tu franchis mon val nourricier dont tu violasses les figuiers, traverses le cordon de feu, propulsant les fleuves Dioscure, goûte des sargasses, le sel, et redescends halluciné. Tu déploies serpent les signaux, dont Waina te jalonna, toute veinée d'architecture, de troupeaux, lama, alpaga, du fil de l'Indien ébahi, de la quena triste et magique, dans les vallées de toutes tes douceurs, vertige de ce que tu gravis, là où bleuit l'altiplano, s'ouvre l'espace de la louange. De ce point de vue, si l'on opère la distinction qui opère Léo Spitzel entre langue et parler, il y aurait chez Gabriela Mistral, par exemple dans son livre Tala, une introduction de tous ces éléments du parler quotidien. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon d'envisager cette évolution stylistique de thème? Le premier trait de la poésie de la Mistral est sûrement celui qui concerne un certain lexique qui le devient par la suite tout à fait particulier. La première chose qu'on a remarquée dans sa poésie, c'était cette ambition d'une part universelle, même abstraite, et d'autre part ce désir de remettre ou de rendre aux mots une certaine consistance matérielle, effective. Même dans le livre qu'on cite, Tala, là nous voyons qu'il y a 2 choses. Ce titre ne porte pas d'article. Cela deviendra très souvent un trait dans l'expression mistralienne, c'est-à-dire cette volonté, par ce dispositif des compositions, d'aspirer à l'abstrait, au général. Tala veut dire 2 choses en espagnol. D'une part, c'est, n'est-ce pas, la toge, la robe longue, et qui évoque évidemment la toge talaire. Et d'autre part, c'est le fait de l'action de raser une forêt, par exemple, de couper les branches, d'élaguer. Alors, elle veut garder cette polysémie, comme disent les techniciens. Et d'autre part, elle veut quand même reprendre le mot en lui-même. Bon, alors cette aspiration à la concrétion, c'est peut-être l'un des traits permanents chez la Mistral. D'ailleurs, son langage va être parsemé et toujours des mots très anciens, des mots qui peut-être elle a puisé dans la Bible et dans des traductions très anciennes en plus de la Bible en espagnol. Et ce sont des mots parfois très rudes qui ramènent à des réalités fortes, et tout en étant très économique d'un point de vue lexical. Comment peut-on relier ce style avec le tragique personnel de la poétesse? Je pense que toute existence est tragique, dans la mesure où, dès qu'il y a conscience d'exister, nous nous installons dans une opposition, dans une sorte de tension, de lutte. Et le tragique, depuis les Grecs à nos jours, veut dire justement cette tension entre le divin et le profane, par exemple, entre l'espoir et le malheur, etc. Oui, mais il y a quand même une fatalité qui s'est acharnée tout de même sur le destin de ces femmes. Parce que Gabriela Mistral, en elle-même, n'a pas eu la tentation du suicide, mais autour d'elle se sont greffés des événements
qui l'ont quand même retranchée dans cette position et qui ont quand même fait que elle fait partie de ces femmes pour lesquelles la vie n'a pas été une chose simple, accessible et quotidienne. Et bien sûr, si on s'attarde à nous représenter la biographie de la Mistral et avec celle des autres poétesses, sûrement, on peut appliquer justement ce concept un peu généralisé du tragique. Mais là, ce qui nous intéresse, ce sont les textes. Alors, je pense que, enfin, et il n'y a pas que moi qui le dirais, qu'il y a une distinction nécessaire à faire entre la biographie et la littérature, en particulier entre la biographie et la poésie. En réalité, ce qu'on a fait, après que la Mistral est devenue cette poétesse renommée et célèbre qu'elle est, ce qui est arrivé, c'est qu'on a reconstruit sa biographie à partir de ce texte. Alors, on a accentué évidemment certains épisodes, qui d'ailleurs on peut trouver dans la vie de n'importe qui de nos jours, et on leur a accordé une valeur au-delà peut-être de l'impact qu'ils ont eu dans son vivant. Il est certain que si l'on met côte à côte, n'est-ce pas, comme un chapelet, comme dans un chapelet, ces épisodes, on obtient à l'arrivée, n'est-ce pas, une vision très douloureuse de l'existence. Elle n'était pas que ça, la Mistral. Elle a eu une vie politique, elle n'a pas milité, mais tout de même, elle a accompli des actes, elle a eu des gestes significatifs sur le plan politique. Par exemple, elle s'est vue interdite d'exercer son titre de consul en Italie, parce qu'elle s'était exprimée d'une façon négative par rapport au régime fasciste. Et elle a écrit beaucoup de lettres, certains articles de presse, mais surtout des lettres, et des textes qu'il a fait parvenir à des gens où elle exprime une pensée politique profonde. Alors, et sa destinée tragique, comme on dit, on ne peut la limiter finalement qu'à ces événements en particulier de son existence. Par contre, je pense que le tragique s'exprime très bien dans sa poésie, mais dans un autre domaine. Et ce serait la tension, la lutte qu'on y trouve. Et moi, j'ai des textes là qui permettraient peut-être d'appuyer cette affirmation. Cette tension, cette lutte entre deux sentiments très profonds qu'elle a toujours éprouvés et dont elle a toujours écrit. Ce n'est pas des avis qu'elle parle, mais c'est plutôt de cette tension entre les sentiments du profane, de l'humain, du charnel, et les sentiments du religieux, du divin, de l'espoir divin. Alors là, oui, je suis d'accord. De ce point de vue, il y a donc une volonté stylistique, ce que les Allemands appellent Kunstwollen, la volonté de l'art, de produire un certain type de poésie, et une thématique de la vie existentielle et existentielle de la Mistral, où il y aurait un pont de vases communicants. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit, Waldo Rojas. Il y a par rapport à la figure nationale de la Mistral une sorte de voile qui couvre une sexualité conflictive. Des allusions à une éventuelle homosexualité ont été faites. Qu'est-ce que vous en pensez de cette espèce de, pour ainsi dire, je dirais pas des tabous, mais presque, sur la vie d'une poétesse que, ne l'oublions pas, est devenue quand même une figure nationale? Je pense qu'il n'a pas dû être facile, au début des années 20 au Chili, d'être femme et d'avoir rompu avec une certaine tradition littéraire et surtout d'avoir connu tout de suite pratiquement, depuis la vingtaine pratiquement, d'avoir connu une célébrité. Ça n'a pas dû être bien accepté. Et nous avons des témoignages, des lettres, des documents qui attestent d'une réception conflictuelle de la poésie et de la personne de la Mistral. Et quant à une interprétation plus ou moins ambiguë ou équivoque de son comportement ou de sa vie sexuelle, enfin, oui, on a tissé toutes sortes d'intrigues là-dessus, mais en réalité, c'est la vie même de la Mistral qui dément et toute tentative de rendre sordide ou équivoque son comportement. Tout simplement, elle a choisi, pour des raisons qui sont beaucoup plus profondes peut-être que des raisons hormonales, elle a choisi
et le célibat. Elle a choisi de devenir vieille fille, comme on dit. Et là, je pense au roman de Balzac, surtout. Et c'est une décision. Et il en a fait d'ailleurs un sujet littéraire, et c'est ça qui nous intéresse. Car ces sentiments, cette frustration, qui n'est pas qu'une frustration, disons, d'un vécu, elle se savait pas très belle, elle était belle en réalité. Mais elle s'est pensée, elle se croyait pas très belle. Elle avait une beauté différente, c'est tout. Et certains portraits qui ont été faits, des portraits littéraires de la Mistral, la retracent comme quelqu'un possédant une beauté particulière. Ses yeux, par exemple, dont parle Edouard Sebello dans ses chroniques. Alors, elle a fait un sujet littéraire, elle a élevé à une catégorie supérieure, elle a sublimé dans le sens réel de l'expression cette frustration. Ça n'est une, sûrement. C'est une frustration que de ne pas avoir connu ce que normalement les femmes et les hommes considèrent comme une dimension fondamentale de l'existence, de l'amour physique. Mais cette frustration est devenue chez elle une destinée tragique, enfin un sujet tragique plutôt. La richesse du centre de la rose est la richesse de ton cœur. À son exemple, effeuille-la. Sa close rondeur est ton affliction. Effeuille-la dans un champ ou dans un grand amour passionné. La rose, ne la défends pas, elle te brûlerait de son éclat.